Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 15 mars, au sommaire cette semaine, 5 articles. L'IA au One-to-One, beaucoup d'interrogations et pas assez de vision à lire sur le JDN. Le marché publicitaire en hausse de 3,4% en 2023 à lire sur e-marketing.fr. C'est flou, Zalando craint d'être un dommage collatéral de la loi pénalisant la fast fashion à lire sur bfmtv.com. Le service client d'Air France prend son envol avec l'IA générative à lire sur l'usine digitale. Et enfin, Oxybul, Éveil et Jeux et ID Kids vont disparaître, englobés dans OKID+, à lire sur republicretail.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation, une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Cette semaine s'est tenue l'édition 2024 du One-to-One Retail e-commerce à Monaco. À cette occasion, Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD, est venu présenter les résultats de l'étude annuelle sur les tendances et le moral des dirigeants du secteur. Dans l'épisode 184, Marc Lolivier est mon invité pour décrypter en détail les réponses obtenues. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. L'IA One-to-One, beaucoup d'interrogations, pas assez de vision à lire sur le JDN en date du 14 mars. L'IA générative était au cœur de la 13e édition du One-to-One Retail e-commerce, clôturée ce 14 mars, et nombre des participants étaient là pour trouver la bonne application de l'IA. Pas sûr qu'ils y soient parvenus. Clap de fin pour le salon du One-to-One Retail e-commerce ce 14 mars, et quelle tombée de rideau! L'intervention d'Asma Mala, universitaire spécialisée des enjeux politiques et géopolitiques de la tech, a, chose rare, été saluée par des applaudissements et les bravos dans l'amphithéâtre du Grimaldi Forum. Dans l'assemblée, une jeune femme s'enthousiasme, c'est l'intervention la plus intéressante que j'ai entendue depuis 10 ans. Les raisons de ce succès? Asma Mala a offert une vision aux retailers venus chercher des réponses à la grande interrogation qu'est l'IA générative. La quête du Graal, le One-to-One, s'ouvrait 3 jours plus tôt sur le thème sous pression, un e-commerce créatif et exigeant. Alors effectivement, pressés par l'IA générative, les e-commerçants ont envoyé leurs collaborateurs pour trouver des cas d'usage pertinents. Aujourd'hui, si une société ne fait pas d'IA, ça va interroger les actionnaires, confirme l'associé d'une solution marketing, mais difficile de s'y retrouver quand le terme IA est brandé à tout va pour vendre des solutions. Je vois des acteurs qui sont en surcouche d'OpenAI et qui n'apportent que très peu de valeur ajoutée, témoigne le directeur technologie et produit d'une grande marketplace. Autant travailler directement avec OpenAI plutôt que d'acheter une solution intermédiaire. Dans un contexte de décroissance, beaucoup, encore frileux, sont venus écouter les retours des premières intégrations de l'IA générative. Cdiscount est par exemple revenu sur les résultats de sa recatégorisation du catalogue produit grâce à l'IA générative. Le Bon Coin a également témoigné sur la personnalisation de l'expérience client, mais même eux se sont montrés prudents, prévenant ne pas avoir de boule de cristal, que la phase test était toujours d'actualité. Une prudence, voire un manque d'ambition en l'absence de géants français que l'on s'autorisera à regretter, même en face d'un sujet aussi vertigineux que l'IA générative, car les innovations et les tests présentés lors de l'événement ont été aussi nombreux que le manque de vision a été criant. On le sait, l'IA va tout bouleverser. Elle s'immiscera dans tous les métiers, tous les process, changera toutes les habitudes.
L'heure des tests n'est certainement pas révolue, mais sont-ils suffisants s'ils ne s'inscrivent pas dans une vision de long terme? Quand les idées foisonnent sans être fléchées, c'est ce que l'on appelle du bordel, répond Asma Mala à l'évocation de la position politique et industrielle de la France sur l'IA. Pour l'universitaire, si on demande à un Français où en est technologiquement la France dans 40 ans, il ne sait pas répondre. Un Américain, un Chinois ou un Russe, lui, saura. Et les retailers? Le marché publicitaire en hausse de 3,4% en 2023, à lire sur emarketing.fr en date du 14 mars. Le baromètre unifié du marché publicitaire, BUMP, a dévoilé ce jeudi les résultats du secteur pub et communication sur l'année 2023, porté par un second semestre dynamique. Les investissements publicitaires totaux dépassent de 14% ceux de 2019, souvent cités en référence. Le marché retrouve des couleurs. Le bilan annuel 2023 est globalement positif pour le marché publicitaire dans son ensemble. Il est le résultat d'une année à deux vitesses. Un premier semestre tout juste stable et un second semestre plus dynamique, reflet de l'impact positif de la Coupe du Monde de rugby. Ainsi, les recettes publicitaires nettes de l'ensemble des médias s'élèvent à 17,31 milliards d'euros en progression de 3,4% par rapport à 2022 et de 14% par rapport à 2019. Cinéma, affichage et radio en forme. Sur le marché, les 5 médias et du digital. Le marché total digital a progressé en 2023 de plus 9% versus 2022. La croissance est de 4,8%. Sur le périmètre des 5 médias, c'est-à-dire télévision, cinéma, radio, presse, publicité extérieure, incluant les recettes digitales des médias, les recettes publicitaires nettes s'élèvent à 7,22 milliards d'euros avec une quasi-stabilité par rapport à 2022. Les recettes nettes digitales de la télévision, de la presse et de la radio sont en progression de 4,6% avec une hausse très soutenue de plus de 45% par rapport à 2019. À noter sur le digital que ces trois médias, la forte accélération du format audio, plus 21,7%, ainsi que celle du format vidéo, plus 17%. En intégrant le DOOH, DOOH, la tendance est amplifiée pour les recettes digitales cumulées des 4 médias avec une croissance de plus de 8% en 2022 et confirmée par rapport à 2019 de plus de 39%. En 2023, 3 médias affichent des résultats positifs, le cinéma, la publicité extérieure et la radio. Le cinéma conforte une dynamique positive avec plus de 30% de hausse comparé à 2022 et comble notamment l'écart par rapport à 2019. La publicité extérieure progresse de 5,2% et rattrape quasiment son niveau de 2019. À noter des évolutions positives sur 3 univers, le shopping qui accélère fortement à plus de 15%, le transport plus 9% et le mobilier urbain plus 5,3%. Seul l'outdoor demeure en légère baisse, moins 2,2%. Le DOOH a toujours le vent en poupe à plus de 17% en 2022. La radio dans son ensemble national et local montre une progression sensible de plus de 3% et confirme une performance supérieure à 2019. A l'inverse, la presse, la télévision, le courrier publicitaire, les annuaires et les imprimés sans adresse ISA, sont en retrait plus ou moins marqué. La presse dans son ensemble se rétracte légèrement à moins 2,7% comparé à 2022 et la télévision affiche une baisse contenue de 3%. Le courrier publicitaire poursuit son érosion à moins 7,4% avec une baisse significative de moins 28% versus 2022. E2 pour les annuaires qui connaissent une baisse de près de 8% en 2022, comme les ISA en recul de 16%, malgré une forte dynamique du prospectus digital, plus presque 60%, qui ne permet pas
de le compenser. Les annonceurs au rendez-vous. Les secteurs ont été fortement impactés par la crise sanitaire, comme le voyage, tourisme, l'automobile, transport ou encore culture, loisirs, sont les secteurs qui affichent les plus grosses progressions en 2023. Ils n'ont cependant pas retrouvé leur niveau de 2019. L'ensemble du marché recensé par Kantar Media sur l'année 2023 dénombre plus de 71 000 annonceurs en tenant compte de l'ajout de 3 plateformes sociales majeures en complément de Facebook, à savoir Insta, TikTok et Snapchat. Les médias digitaux sont utilisés par 80% des annonceurs et représentent plus de 56 000 intervenants, dont 76% sont exclusifs au digital. Le paid social et le display représentent les 2 plus importants viviers, mais les fortes progressions de l'année proviennent de l'audio digital et du DOOH. À l'heure des discussions gouvernementales sur la taxation des marques d'ultra fast fashion, le sujet publicitaire est au centre des attentions. Les marques de fast fashion, dont Shein en tête, voient leur progression publicitaire multipliée par 2,7, tandis que les budgets baissent de 35% pour les marques proposant de la seconde main, notamment via le leader Vinted, moins 30%. Alors que Vinted est présent en télévision et en digital, Shein est la seule marque de fast fashion à utiliser les médias mainstream. L'IA et les JO crèvent l'écran, les sujets s'immiscent de plus en plus en 2023 dans les campagnes grand public, avec une centaine de nouvelles créations intégrant la thématique de l'IA. Enfin, Paris 2024 porte des messages depuis 2014, année de la candidature de la ville, et dès 2019, les partenaires commencent à s'emparer du sujet, avec 708 nouvelles créations publicitaires en 2023 et une accélération en ce début d'année. L'été promet d'être riche en campagnes innovantes et inspirantes. Stabilité en 2024, au global. Le bump table sur une évolution globale du marché de la communication de plus de 3,5% en 2024 pour atteindre 35,2 milliards d'euros, avec un premier semestre assez plat et un rebond conjoncturel sur les 6 derniers mois de l'année. C'est flou. Zalando craint d'être un dommage collatéral de la loi pénalisant la fast fashion, à lire sur bfmtv.com en date du 15 mars. Invitée sur BFM Business, la patronne de Zalando France, Laura Toledano, craint que certains des produits commercialisés sur sa plateforme ne soient touchés par la loi visant à freiner la fast fashion. Adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale jeudi, la loi visant à freiner la fast fashion laisse sceptiques les acteurs du prêt-à-porter en ligne. Invitée sur BFM Business ce vendredi, Laura Toledano, manager général France et Royaume-Uni, Irlande, chez Zalando, se dit favorable à l'encadrement de la fast fashion. Il est temps à un moment donné de retrouver un environnement de concurrence équitable entre les différents acteurs de l'e-commerce, explique-t-elle. Pour autant, il est vrai que la façon dont la loi est inscrite, c'est flou et ça concerne surtout à la fois les marques et les multimarques, ce qui fait que même si je suis convaincu que les différents partis politiques qui ont voté n'avaient pas en tête de viser spécialement Zalando, nous sommes potentiellement un dommage collatéral de cette loi, s'inquiète Laura Toledano. Elle estime en effet que certains des produits vendus sur sa plateforme pourraient être taxés par la loi définie de la fast fashion en fonction du nombre de nouvelles références que vous mettez au quotidien sur le marché. On ne peut pas être mis sur un même tableau. Par exemple, on a 200 marques françaises avec lesquelles on travaille. Imaginez que ces 200 marques françaises mettent chacune simplement 5 références par jour. Nous sommes déjà au seuil des 1000 références qui a été évoqué, a-t-elle ajouté, tout en rappelant que ce seuil n'est pas encore fixé définitivement et qu'il devra être déterminé par décret dans un second temps. Mais tout de même, on ne peut pas mettre sur un même tableau une marque et un multimarque. On ne peut pas mettre non plus sur un même tableau une marketplace comme Zalando qui touche 50 millions de consommateurs, qui a été créée en Europe, qui respecte les lois environnementales et sociétales avec des acteurs de la fast fashion, a encore indiqué
Laura Toledano. Pour rappel, la loi visant à freiner la fast fashion prévoit notamment une interdiction de la publicité pour la vente de vêtements à prix cassé et un malus environnemental renforcé pour les rendre moins attractifs. La proposition de loi donne une définition de la fast fashion avec des critères basés sur les volumes produits et la vitesse de renouvellement des collections, mais elle renvoie à des décrets pour fixer les seuils chiffrés. Le service client d'Air France prend son envol avec l'IA générative à lire sur l'usine digitale en date du 13 mars. L'intelligence artificielle s'immisce dans tous les secteurs et l'aérien n'échappe pas. Air France, qui compte aujourd'hui 5000 conseillers répartis sur 30 centres dans le monde, a fait le choix, il y a un an environ, de s'emparer de l'intelligence artificielle et d'exploiter tout le potentiel des données. Le fleuron national transporte plus de 85 millions de passagers par an et compte environ 27 millions de membres Flying Blue à date. Et derrière ces chiffres, ce sont des millions de données qu'Air France est prêt à traiter. La data et l'IA viennent aider les conseillers, affirme avec assurance Stéphanie Charlex-Meyer, SVP Customer Service d'Air France. Partant de ce constat, l'entreprise a fait le choix d'ajouter une couche d'IA générative pour récupérer toutes les informations. Le groupe Air France KLM a donc adopté la plateforme Einstein One de Salesforce. Pour mémoire, celle-ci a été annoncée lors de l'événement phare du géant du CRM américain Dreamforce 2023. Via cette plateforme, les entreprises peuvent facilement créer des applications et des workflows alimentés par l'IA et intègrent nativement son data cloud et Einstein IA. Assister les conseillers grâce à l'IA. Dans le cas présent, Air France KLM cherche à repousser les limites des capacités du service client. En effet, si de plus en plus de clients cherchent un service libre, il s'avère que tous ne trouvent pas les réponses à leurs interrogations. Aujourd'hui, 75% des clients qui nous contactent ont essayé en self-service avant. Ils s'attendent donc à une grande expertise. Cela met une pression sur toutes les équipes de service et les centres d'appel, constate Stéphanie Charlex-Meyer. L'enjeu, c'est vraiment de venir aider notre conseiller afin qu'il ait vraiment toutes les informations et l'aider sur un large panel de questions qui peuvent être posées par les clients. Ils peuvent notamment avoir un certain nombre de questions sur la modification d'un vol, un remboursement, un bagage volumineux, etc. Aujourd'hui, le fleuron tricolore affirme être capable de prévoir un grand nombre de situations et améliorer à la fois son service client et l'expérience de ce dernier avant, pendant et après le vol. L'amélioration du service client, une quête continue pour de nombreuses entreprises. Le groupe Air France KLM n'est toutefois pas le seul en quête d'un service client toujours plus personnalisé et aux petits soins pour ses membres. Accor, par exemple, s'appuie sur l'IA générative de Salesforce pour améliorer le service client, les recommandations, la gestion des prix, l'aide à la prise de décision ou encore la gestion des canaux de distribution. Avec 100 millions de clients, le potentiel de l'IA est phénoménal au sein du groupe hôtelier, explique Alix Boulnois, CDO d'Accor. Et le service client n'est pas le seul service à en profiter. Nous avons eu 237% d'efficacité en plus sur les emails marketing, précise-t-elle. Pour sa part, l'agence de recrutement Adecco exploite l'IA générative pour de nombreuses tâches. Cela va de la génération automatique de CV à l'écriture d'annonces. Aujourd'hui, 45% des annonces disponibles sur le site d'Adecco ont été générées par l'IA. Pierre Matuchet, responsable de la transformation digitale du groupe, indique que les entreprises n'ont qu'à passer commande en donnant les grandes lignes du poste et l'annonce est créée dans la foulée par la technologie. Et pour les plus pessimistes quant à l'impact de l'IA sur l'emploi, Pierre Matuchet se veut rassurant. Nous avons une grande peur autour de l'IA, c'est la destruction de l'emploi. Nous pensons au contraire qu'il s'agit d'un outil d'inclusion. Elle va davantage aider et transformer le travail. Il s'agit d'une qualité. Il y a un vrai processus d'accompagnement.
Auxibul, Éveil et Jeux et ID Kids vont disparaître, englobés dans Okaidi Plus, à lire sur republicritel.fr en date du 12 mars. Après le changement de gouvernance, le groupe ID Kids se concentre sur sa marque socle, Okaidi, pour le textile, le jouet et la puériculture. Concrètement, les enseignes ID Kids et Auxibul, Éveil et Jeux devraient progressivement disparaître au profit de Okaidi Plus. Dans un contexte de marché sous tension, le groupe ID Kids opère un véritable virage stratégique. Le projet vise à regrouper sous l'étendard Okaidi Plus tout son univers de marques et produits dédiés à l'enfant, textile, jeux et puériculture. Traduction, les enseignes ID Kids et Auxibul, Éveil et Jeux vont progressivement disparaître au profit de cette nouvelle marque globale. C'est un moment de recentrage dans l'histoire de notre groupe et d'Okaidi. Nous sommes convaincus qu'Okaidi, dans cette version augmentée, va pouvoir prendre de nouvelles parts de marché et bénéficier d'un potentiel de croissance supplémentaire. Dans le même temps, Auxibul, en tant que marque produit experte, en se recentrant sur ses fondamentaux, va pouvoir valoriser sa complémentarité au sein de l'écosystème Okaidi Plus, argumente Eric Venel, directeur général de la business unit Okaidi. Okaidi Plus, une nouvelle enseigne globale. Dans les faits, 70 magasins Okaidi vont ainsi devenir Okaidi Plus en proposant une offre jouets et puériculture en plus du textile. Cette évolution sous une enseigne unique et forte vise à faire d'Okaidi la marque référente de l'enfant et de la parentalité. Okaidi, leader dans son secteur, continue de gagner des parts de marché, indique le groupe. Auxibul devient une marque produit. En 2024, le réseau Okaidi devrait être recomposé de 70% de magasins Okaidi pour le textile avec un format moyen de 150 mètres carrés et 30% de magasins multicatégories sous l'enseigne Okaidi Plus. 88 magasins d'un format moyen de 350 à 400 mètres carrés. Auxibul, Éveil et Jeux est appelé à passer du modèle de distributeur à celui de marque produit avec une offre recentrée sur ses produits différenciants et emblématiques. La diffusion de la marque ne serait plus sous sa propre enseigne mais dans les 88 Okaidi Plus prévus en France. L'entreprise entend par ailleurs accélérer le développement d'Auxibul en dehors de ses enseignes dans tous les points de vente stratégiques, marketplace, grands magasins, réseau de proximité et B2B. Des suppressions de postes sur le réseau. Cette stratégie de simplification devrait impliquer des transformations, des fermetures et des cessions de magasins, ainsi que des suppressions de postes dans les réseaux ID Kids, Okaidi et Auxibul, Éveil et Jeux, 253 postes. Les fonctions support du groupe à Paris et Roubaix seraient aussi concernées, 58 postes. Ce projet devrait se concrétiser d'ici la fin de l'année 2024 et pourrait se prolonger en partie en 2025. Dans le même temps, un programme de mobilité interne permettra de proposer une cinquantaine de postes dans le groupe, un accompagnement social individuel et personnalisé des collaborateurs concernés par le projet sera mis en place. Pour le groupe ID Kids, cette feuille de route constitue la clé pour pérenniser son projet et assurer une croissance durable de l'entreprise. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.